Non, je crois qu'il faut le dire, il faut l'affirmer. Je crois que la France est parfaitement dans son rôle. Elle a toujours brillé par sa diplomatie. Et donc, aujourd'hui, on voit Paris à la manœuvre. Moi aussi, je pense qu'il faut se réjouir, en effet, de ce tandem. Enfin, je crois que c'est un trio quand même, parce que l'Allemagne attend, mais l'Allemagne est absolument incontournable dans ce qui va se passer de toute façon. On précise que les Ukrainiens étaient également présents aujourd'hui dans ces négociations. Une délégation ukrainienne, mais pas le président Volodymyr Zelensky. Je pense que c'est un grand pas en avant par rapport à ce qui s'est dit et ce qui s'est passé à Munich il y a quelques semaines. D'abord parce que cette réunion a eu lieu, parce que les Américains sont venus à Paris. Alors, je ne sais pas si c'était à l'invitation du président français ou s'ils se sont invités, mais dans les deux cas, ils étaient là. Et puis, moi, je crois qu'il faut nous réjouir aussi que les Américains adoptent enfin le narratif et les éléments de langage, comme on dit en diplomatie, européens et non plus russes. Parce qu'on a trop souvent entendu dans la bouche du président Trump et de l'administration Trump aussi ces éléments de propagande russe qui étaient repris tout simplement parce que je crois qu'ils étaient dans ce dialogue et étaient convaincus par des gens incroyablement puissants et très fins politiques tels Lavrov et d'autres. Donc aujourd'hui, je pense que les Américains adoptent le narratif européen parce que c'est quand même un sujet principal qui nous concerne et qui va nous concerner. C'est pour ça qu'on parle de paix durable. Et le mot durable est absolument essentiel dans ce vocabulaire. Je pense qu'on peut se réjouir de cela et de la réunion à venir la semaine prochaine. Absolument. Et il faut le prolonger le plus longtemps possible pour aboutir justement à un cessez-le-feu qui soit d'abord acceptable par les Ukrainiens, mais également par les Européens, parce que là, il y va de notre avenir collectif pour l'Europe. Nous avons tous compris qu'il y a des frontières communes avec un grand nombre de pays européens avec la Russie et que ceux-ci ne souhaitent pas vivre les décennies à venir sous la menace constante d'une Russie qui risque un jour de les envahir. Donc voilà. Moi, je voudrais simplement revenir. Le mot de gage a été utilisé, mais je crois que aux États-Unis, il y a énormément de gages qui sont donnés aux Russes. Alors, je ne sais pas si les Russes les ont demandés et je ne sais pas s'il y a quelque chose derrière, mais enfin, quand même, l'agence qui s'occupait de gérer les interférences étrangères a été démantelée. Alors, ce sera le thème de notre troisième partie un peu plus tard. Oui, mais là, vous avez aussi des nominations qui, surprennent quand même de personnalités américaines pro-russes. Donc, je pense quand même qu'il faut faire très attention que dans ce nouveau round de négociations, les Européens ne soient pas le nanon de la farce quelque part. C'est-à-dire d'y aller de bonne volonté, de se dire oui, enfin, ça y est, nous avons notre place à la table des négociations, et que finalement, il y ait des enjeux beaucoup plus importants qui soient négociés entre les Américains et les Russes à venir, avec quand même deux présidents qui se parlent, puisque de dire que le président Poutine est lent, c'est quand même pas une critique. Le président Trump peut être beaucoup plus brutal dans ses prises de parole. Donc, je pense quand même qu'il faudra que les Européens restent vigilants. Alors, c'est la réalité de la guerre. Et c'est pour ça que quand nous parlons de paix durable, c'est pour éviter ce genre de situation et qu'elle se répète et qu'elle devienne une réalité sur le sol européen. Enfin, en effet, c'est très émouvant, mais malheureusement, je pense que la guerre, quand nous la voyons comme ça sur un écran, on peut être bouleversé, mais ça reste lointain, alors que c'est la réalité des Ukrainiens. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter en effet ces massacres. Il y a énormément de morts dans cette guerre, c'est vrai, des deux côtés d'ailleurs. Il y a beaucoup de jeunes Russes qui meurent aussi. Et c'est pour ça que Vladimir Poutine est acharné à vouloir gagner cette guerre parce qu'il a perdu tellement d'hommes, il a dépensé beaucoup d'argent, qu'aujourd'hui, il lui serait très difficile d'expliquer, je pense, à son peuple en particulier, pourquoi il a engagé la Russie dans cette guerre. Je crois que la relation personnelle est très importante avec le président Trump. On le voit... Emmanuel Macron en joue aussi sur le plan diplomatique, puisque on sait qu'ils se parlent très régulièrement, directement. Des poignées de main franches et viriles. Oui, mais c'était important parce que le président Trump a apprécié la façon dont il a été reçu en France. Il avait passé le 14 juillet, vous vous rappelez. Enfin, ça s'inscrit un petit peu dans le temps.
Notre-Dame, c'était la dernière visite. Et là, Madame Meloni, en effet, sur le plan idéologique, il y a quand même quelques convergences. Je crois, on voit Monsieur Vance qui est assez heureux là et qui se comporte totalement différemment de l'entretien qui avait pu avoir lieu avec Monsieur Zelensky. Et qui sera à Rome pour ce week-end de Pâques, absolument. Et donc, je crois qu'il est très important pour l'Union européenne de jouer toutes ces cartes. Nous avons en effet des pays qui sont en capacité sur le plan idéologique, sur le plan diplomatique, et de les jouer complètement et de les utiliser toutes pour arriver à nos fins, c'est-à-dire défendre nos intérêts. Donc, moi, je vois d'un très bon œil, en effet, ce qui se passe. Je ne sais pas si il y aura des exemptions. Je sais qu'il y a déjà... Je n'ai pas dit qu'il allait y en avoir. Mais vous avez peut-être raison, parce que déjà, sur le plan de la défense, qui est un domaine que je connais un peu, Donald Trump avait dit « Ah, mais pour les 2%, l'Italie pourra en être exemptée parce que l'Italie avait décidé de rentrer dans le programme Starlink, de dépenser beaucoup d'argent, donc acheter américain. Et donc, on verra pour une exemption. Donc, peut-être qu'elle joue cette carte-là personnelle, mais en tout cas, elle joue la carte européenne. Et depuis le début de son mandat, elle a joué cette carte européenne, alors qu'on pouvait penser que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir ferait qu'elle l'amènerait avec elle ces courants On rappelle qu'elle est à la tête d'une... vous revenez des États-Unis. Vous avez rencontré, j'imagine, des démocrates, des républicains. Vous avez pris le pouls un petit peu de cette société américaine. Qu'est-ce qui se dit sur les droits de douane en ce moment aux États-Unis? Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage sur ce thème? D'abord, il y a un consensus pour la nécessité, alors démocrate républicain, pour que le pays se réindustrialise, que des emplois soient créés, que les Américains gagnent aussi la course engagée contre la Chine, donc conserve le leadership en matière technologique, et c'est pas gagné parce qu'ils voient que les Chinois rattrapent à toute vitesse, rattrapent les Chinois qui, ils pensent, ont plus accès aux terres rares et aux ressources naturelles, d'où l'engouement des Américains aujourd'hui pour le Canada, le Groenland, la RDC et certains pays africains, et notamment l'Ukraine aussi, puisque l'intérêt est quand même pour essayer d'en retirer des ressources naturelles. Donc, en fait, dans cette guerre commerciale, derrière cela, il y a cette course effrénée pour conserver le leadership, mais quand même avec un consensus américain pour dire notre pays doit être America's First. En fait, Donald Trump a mis dans un slogan ce que les Américains ressentent depuis assez longtemps. Donc, c'est sur le fond, je crois que il satisfait finalement une attente globale. Après, où il commence sur les droits de douane, on peut dire que les milieux économiques sont clairement pas forcément en phase. Alors, c'est plutôt l'imprévisibilité et le fait qu'il est capable de changer d'avis du matin au soir qui dérange un peu les marchés. On voit bien la puissance qu'il a. Il suffit d'un tweet pour que les marchés s'écroulent, d'un autre tweet pour que les marchés remontent. Enfin, il y a une volatilité là qui est absolument absurde quelque part. Enfin, ça part dans tous les sens. Et ça, c'est pas bon pour le business. Mais sur le plan humain, ce que les Américains craignent, c'est que, en effet, quand vous avez des morceaux des pièces d'automobiles et ainsi de suite qui sont fabriquées en Italie avec les droits de douane, donc il va y avoir une augmentation de ces pièces, et bien que les Américains eux-mêmes, subissent une inflation, et ça, ils ne l'ont pas supporté alors que elle était quand même assez contenue sous Joe Biden. On a reproché à Joe Biden que l'inflation était trop élevée, et maintenant, il risque fort d'y avoir une inflation assez forte. Alors que Donald Trump s'est présenté comme le champion de la lutte contre l'inflation. Oui, mais je ne sais pas comment il peut faire, ça sera miraculeux, de faire en sorte que tout ce qui rentre aux États-Unis soit plus cher et que les Américains ne payent pas plus cher. Donc, alors, ça pourra être le cas le jour où tout est fabriqué aux États-Unis, d'où l'engouement peut-être des investisseurs et des entreprises à aller fabriquer, et il les invite, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Donc il va y avoir une période là, quand même, il y aura un creux qui va faire que les Américains risquent d'être impactés. Voilà les sentiments, ce qu'ils ont exprimés. Mais pour l'instant, ils pensent que ça peut marcher. Ok.